Bonjour les troisièmes, nous voici réunis à nouveau pour parler de la création de l'Europe. Nous voici dans la deuxième partie. Hier, nous avons parlé finalement comment cette Europe s'est mise en place pour des raisons principalement économiques, liées à l'idée de se reconstruire, de se développer. Aujourd'hui, nous allons voir comment politiquement aussi, on a essayé de mettre en place une véritable union entre les différents membres et quels étaient, pour certains, les projets politiques. Dans un premier temps, il faut essayer de voir comment cette Europe s'est mise en place et surtout s'est élargie. Nous avons laissé en 1957 une communauté économique européenne de 6 membres. Petit à petit, d'autres pays vont commencer à rejoindre cette union en raison des succès qu'elle va connaître. Si vous regardez le document 6 juin, vous avez une carte qui vous montre l'évolution petit à petit des différents membres. Dès 1986, il y a 12 membres. La grande particularité, c'est que ces 12 membres peuvent être très différents dans leur taille, dans leur richesse. Les raisons qui vont pousser les pays à adhérer à cette communauté économique européenne sont variables. Certains sont relativement en retard, peinent à se développer. Ça a été le cas dans un premier temps du Portugal, ça a été le cas plus tardivement de l'Irlande. Leur but, c'est aussi profiter des aides européennes pour essayer petit à petit de progresser. Parmi les autres raisons qui vont pousser certains États à rejoindre cette communauté économique européenne, c'est la fin de régimes dictatoriaux, c'est la fin de régimes autoritaires qui étaient en place dans ces pays. C'est le cas du Portugal, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de la Grèce. Ces différents États vont, dès que possible, dès qu'ils vont devenir des démocraties, adhérer à la communauté européenne. D'autres États, eux, sont là pour des raisons un petit peu plus économiques. C'est le cas du Royaume-Uni. Leur but, ne pas être rejeté du commerce européen et du marché commun, profiter finalement d'une manne financière possible. C'est en grande raison pour cela que les Anglais ont souhaité rejoindre la communauté européenne. Pour pouvoir adhérer à cette communauté, par contre, il faut remplir un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci, la première, il faut être accepté par tous les autres États membres. C'est-à-dire que le 7e, il n'y avait que 6 États pour se mettre d'accord. Quand vous arrivez à 28, ça devient un peu plus compliqué de mettre tout le monde d'accord. Et pourtant, il faut systématiquement l'accord de tous les membres. Le Royaume-Uni va ainsi retoquer plusieurs fois à la porte de la communauté européenne parce que le général de Gaulle n'est pas favorable à leur intégration dans cette alliance. Par la suite, et ça n'est toujours pas résolu actuellement, c'est le même problème qui va exister pour la Turquie, puisque la Grèce, pendant très longtemps, va s'opposer à l'idée même que les Turcs puissent rejoindre la communauté européenne. Deuxième grande idée qu'il faut suivre pour pouvoir adhérer à cette communauté européenne, il faut être un pays qui respecte les valeurs démocratiques. C'est pour ça que certains ont mis plus de temps que d'autres pour pouvoir être acceptés. Je vous parlais tout à l'heure du Portugal, je vous parlais de l'Espagne, de Franco ou du régime des colonels en Grèce. Dernière chose, il faut accepter l'idée que même si les États ont tout pouvoir sur leurs décisions, ils doivent accepter en partie que certaines d'entre elles puissent être prises d'un point de vue plus centralisé au Parlement européen, à Strasbourg ou à Bruxelles. À partir de 1992, les succès de la communauté européenne poussent à amender un certain nombre d'offres politiques aussi, amender finalement d'autres idées pour pouvoir transformer une communauté qui devient petit à petit rigide en quelque chose de plus ouvert et qui peut plus facilement évoluer. Ça va passer notamment en France par un référendum, le oui ou le non à l'idée que lors d'un traité de Maastricht, on allait déconstruire la communauté économique européenne et créer une union européenne. Les Français vont voter oui à une courte majorité. Et à partir du traité de Maastricht, on va mettre plus en avant des volets plus politisés, des lois politiques plus importantes. Et à partir de 2013, 28 membres vont rejoindre finalement l'Union européenne. D'autres pays sont en cours d'adhésion, demandent toujours à pouvoir participer. Je vous parlais tout à l'heure de la Turquie. C'est le cas aussi d'un certain nombre des pays des anciennes républiques de l'ex-Yougoslavie. L'ouverture de cette Union européenne s'est faite aussi en direction de l'Est, puisqu'à partir de 1992, le bloc soviétique s'est effondré, et la forteresse européenne paraît comme quelque chose
de solide, qui peut apporter beaucoup de choses aux anciennes républiques populaires. Un certain nombre d'entre elles ont rejoint l'Union européenne petit à petit. Jusqu'en 2016, l'Union européenne comptait donc 28 membres, de différentes tailles, de différentes richesses. Le but, c'est s'entraider les uns les autres pour développer des projets communs, pour aider au développement de chacun des membres. Mais en 2016, au Royaume-Uni, on a décidé de mettre en place un nouveau référendum pour la possible sortie de cette Union européenne. Et, lors de la campagne des Brexiteurs, finalement, le Royaume-Uni a décidé de sortir définitivement de l'Union. Ça a été acté cette année. Vous êtes en plein dedans, vous en entendez parler dans les médias. Et même si officiellement elle ne fait plus partie de l'Union européenne, elle dépend encore d'un certain nombre de contrats qui doivent être renégociés petit à petit. On est encore en train de négocier l'après-Brexit. Même si cette marque de défaillance vis-à-vis de l'Europe peut être assez problématique, on se rend compte que les 27 autres membres sont quand même globalement assez solides dans l'Union, et même s'il y en a certains qui peuvent émettre des dissensions ou des discours opposés à certaines règles de l'Union européenne, globalement, la plupart des pays ont essayé d'en tirer profit pour progresser, même s'il ne faut pas se leurrer. C'est principalement les pays de l'ouest de l'Europe, les pays fondateurs notamment, qui ont le plus profité de cette histoire et qui continuent à le plus profiter économiquement de l'Union européenne. Si il y a toujours eu un couple franco-allemand extrêmement important qui a été moteur pour la mise en place de cette Union européenne, ce couple franco-allemand a connu quelques petites dissonances et quelques difficultés sur les dernières années qui ont pu pousser finalement à un certain nombre de soucis. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, on verra ça la prochaine fois. Par contre, on va essayer de voir finalement quels peuvent être les projets, quels peuvent être les intérêts pour les États de participer à l'Union européenne. L'Union s'est construite finalement avec des projets qui misaient sur une justice, une politique et une économie commune. L'idée, à partir de 2002, c'est qu'une zone euro, notamment, devait pouvoir permettre à tous les pays qui souhaitaient participer d'avoir une monnaie commune, solide, capable de résister au dollar et de montrer la puissance économique et financière de cette institution qui était l'Union européenne face aux autres puissances de la triade, les États-Unis en tête, le Japon ensuite. De nos jours, ça serait aussi face à la Chine. La monnaie unique, par contre, n'est pas appliquée dans tous les membres de l'Union. De la même manière, tous les pays de l'Union européenne ne font toujours pas partie entièrement de l'espace Schengen. Ça, il faut le rappeler aussi. Un certain nombre de projets communs ont pu être mis en place dans le cadre de l'Union européenne pour essayer de lier les peuples, d'éviter les guerres, de faciliter finalement la cohésion et l'idée que vous êtes européen, en plus d'être français, allemand, italien, belge ou l'une des 28 nationalités, 27 actuellement. Parmi ces différents projets, vous avez peut-être profité dans votre cursus scolaire de ce qu'on appelle le projet Erasmus. Alors Erasme, on en a parlé quand on était en 5e, c'était un humaniste qui, toute sa vie, a écrit à tous les autres penseurs européens pour relayer les pensées et permettre à chacun de profiter du meilleur de chacune des civilisations. Le projet Erasmus, c'est le même principe. Vous partez suivre un cursus scolaire pendant un trimestre ou pendant une année scolaire dans un autre pays membre de l'Union. Ça attire de plus en plus d'étudiants et ça permet aussi de lier les différents diplômes entre eux, s'assurer que finalement, que vous passiez un diplôme en Pologne ou en Espagne, ils aient la même valeur. Ça a permis finalement à chacun de pouvoir se déplacer beaucoup plus librement à l'intérieur de l'Union européenne. On a mis en place aussi un certain nombre de projets industriels. On peut citer comme ça dans les créations communes, les créations d'entreprises, Ariane ou Airbus, qui sont deux beaux fleurons finalement et de la technologie et de l'industrie européenne, avec la volonté de mettre en avant le savoir-faire de chaque pays. Chacun participe à sa façon, c'est le cas d'Airbus. On produit dans certains pays, on va penser faire la recherche et développement dans d'autres pays, et on met tout ça en commun. Le but, c'est de pouvoir jouer sur un pied d'égalité avec les autres grandes puissances. L'Union européenne se veut une forteresse sûre, riche et capable de jouer avec des puissances militaires, avec des puissances économiques qui sont beaucoup plus vastes que notre continent qui reste quand même relativement encore réduit. On a aussi aidé au développement des pays membres.
on a aidé au maximum des régions à se développer. Ça va être le cas dans un premier temps avec les pays les plus en difficulté. Ça a été le cas du Portugal, avec tous les projets qui ont été mis en place, à Lisbonne, autour de Porto. Et plus récemment, ça a été pour remettre à niveau ou moderniser le plus possible les anciennes républiques populaires, tout l'ancien bloc de l'Est qui soutenait l'URSS pendant la guerre froide. Les décisions sont prises par des institutions qui sont de plus en plus structurées, qui sont réparties sur le continent européen, à Francfort pour la Banque européenne, le Parlement, tout à l'heure on en a parlé, c'était soit à Bruxelles, soit à Strasbourg, la Cour européenne de justice, où actuellement on a mis en place une idée qu'une diplomatie européenne pouvait avoir aussi son influence. C'est-à-dire que si on regarde bien, l'Union a mis en place des projets entre les États, pour les États individuellement et pour l'économie, avec parfois des petites difficultés. Ça a été le cas notamment pour mettre en place des gros conglomérats d'industrie qui ont été refusés par l'Union européenne. Et pourtant, on a pu renforcer l'économie de chaque État et de l'Union dans son ensemble, puisque si on prend ne serait-ce que le cas de l'euro, cette monnaie unique, elle est actuellement, d'un point de vue échange économique, échange financier, la première monnaie au monde. Tout ça nous donne l'idée que finalement cette Union européenne est extrêmement riche, est extrêmement puissante, elle est solide, tout le monde s'entend bien. Ça serait beaucoup trop simple si c'était comme ça. Il y a quand même des difficultés dans cette union qui remettent en cause certaines choses et qui peuvent expliquer en partie pourquoi le Royaume-Uni a pu vouloir quitter tout simplement l'Union européenne. Je vous remercie de votre attention. Prochain cours, on termine avec ça. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous. Au revoir.